Le cinéma, comme tous les arts, c'est pas né d'un coup. Avant d'arriver à ce genre de production, on est passé par ça. Ouais, ça pique les yeux. Le cinéma, c'est le résultat de siècles d'expérimentation et d'évolution, passant comme toute évolution par des innovations qu'on va explorer aujourd'hui. Avant de devenir un art narratif rempli d'émotions, le cinéma c'est une question de science et de perception. Avant même l'invention de la caméra, une question fondamentale obsède les scientifiques. Comment l'œil humain perçoit-il le mouvement? Lorsque notre œil voit plusieurs images fixes défiler très rapidement, il le perçoit comme un mouvement continu. En fait, c'est notre cerveau qui s'occupe de reconstruire le mouvement. Le mouvement, c'est donc du coup qu'une illusion d'optique appelée la persistance rétinienne. Au début du XVIIIe siècle, on va voir apparaître les premiers appareils scientifiques visant à analyser justement ce mouvement pour savoir comment notre œil le voit. En 1825, on a le tomatrope. C'est un jouet inventé par John Herschel en 1825 et c'est justement un jouet qui repose sur la persistance rétinienne. Deux images différentes vont être imprimées de part et d'autre d'un disque. Donc on a une face A et une face B avec deux images différentes. Et quand on va faire tourner ce jouet très vite, on va avoir l'impression qu'il y a une image qui se forme. Les deux images elles vont fusionner pour en faire qu'une seule et ça va créer ce qu'on pourrait appeler la première animation. Et c'est le physicien John Ayrton Paris qui va s'occuper de le commercialiser pour populariser ce jouet auprès de tout le monde. Ensuite, entre 1829 et 1833, on va avoir le phénakitiscope. C'est le physicien belge Joseph Plateau qui va le créer. Je vais pas redire le nom pour des raisons évidentes parce que c'est un peu trop chiant à dire. Et c'est un outil cette fois-ci qui va s'occuper de créer un mouvement à partir de dessins faits dans des fentes qu'on va pouvoir regarder à travers un miroir. Donc on va avoir plusieurs images qui vont décomposer un mouvement, qui vont être imprimées sur des petites fentes sur un disque, et en le faisant tourner face à un miroir, on va pouvoir encore une fois voir un mouvement. Ensuite, en 1877, c'est le praxinoscope qui va être créé. C'est un instituteur français, Émile Reynaud, qui va le créer, et cette fois-ci ça va changer parce qu'il va mixer tous les outils qu'on a déjà vus en un seul, ce qui va évidemment considérablement améliorer la fluidité de l'animation et on va pouvoir pousser un peu plus loin. Peu après, en 1888, c'est le théâtre optique qui va être inventé. Grâce à la luminosité du praxinoscope, Reynaud il va créer le théâtre optique. Ça permet pour la première fois de projeter des images sur un écran, à l'aide de ce qu'on appelle une petite lanterne magique. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est fondamental pour l'histoire du cinéma. C'est la toute première fois qu'on peut projeter des images pour créer un spectacle animé. Le scientifique Étienne Jules Marais va développer aussi la chronophotographie. C'est une technique visant à capturer plusieurs phases d'un mouvement sur une seule image, pour photographier le mouvement en plusieurs étapes afin de l'analyser. Son objectif au départ, c'est donc pas du tout artistique mais scientifique, parce que dans la vie, il étudiait en général le mouvement des animaux et des humains. Bon, c'est super, on vient d'assister au développement scientifique de tout ça, mais comment est vraiment né le cinéma? Les frères Auguste et Louis Lumière vont inventer le cinématographe. C'est un appareil capable de filmer, développer et projeter des images, à une cadence de 16 images par seconde. C'est pas mal. Pour vous dire, là actuellement je règle qu'en 25 images par seconde. Donc certes c'est pas la même qualité qu'à l'époque, mais on commence à s'en rapprocher. Donc c'est un outil qui permet de filmer et de diffuser des images manuellement. Le 28 décembre 95, ils vont organiser la première séance cinéma. C'est une projection publique et payante. Parmi les films projetés, on a l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat et la sortie de l'usine Lumière. Alors ces films, ils durent moins d'une minute, ils racontent absolument aucune histoire. Ils sont là juste pour montrer qu'on peut projeter des images et montrer la réalité de l'époque. Alors le public il est fasciné, il est même des fois un peu effrayé, mais le cinéma à ce moment-là c'est pas du tout un art, c'est vraiment vu comme un divertissement. Au fil des années évidemment le cinéma il va continuer d'évoluer et de créer de nouvelles techniques, et les premières tentatives de synchronisation son et images apparaissent grâce aux travaux de Georges Demény. Il réalise notamment le premier facecam, comme on pourrait l'appeler, avec un je t'aime enregistré sur un disque de verre. Son but du coup c'était de reproduire les mouvements de la parole, de la bouche, à travers des images qui s'enchaînent. Cependant en vrai le cinéma ça n'a jamais été totalement muet. Les projections elles étaient souvent accompagnées de musiciens ou de narrateurs qui accompagnaient la musique en fonction de ce qui se passait. La vraie création de la diffusion et la captation synchronisée du son elle viendra plus tard. Contrairement aux frères Lumière, Georges Méliès il va comprendre que le cinéma c'est pas juste projeter, c'est aussi raconter. Après l'exposition à Paris des frères Lumière, Méliès il va aller les voir en leur demandant s'il peut racheter leur appareil avec un brevet, ce qui va être refusé. Sauf que Georges il va un peu l'avoir en travers de la gorge. Du coup, il va aller voir son pote Robert W. Paul pour créer son premier film en 1896. Alors c'est un ancien illusionniste, donc il va s'occuper d'introduire des décors, des costumes, des trucages, le montage, même des petits arrêts caméra. Et en 1902, Le Voyage dans la Lune va voir le jour. C'est l'un des premiers films de fiction de l'histoire du cinéma. C'est un peu à ce moment-là qu'on va comprendre que la caméra c'est un peu un outil à créer. C'est une alliance de narration et d'imaginaire qui va faire naître un langage universel, c'est celle de l'image. À la fin du XVIIIe siècle, le cinéma ça se résumait
à montrer le quotidien de l'époque. Sans réelles histoires, juste une caméra qui filme. La hype de pouvoir filmer et recréer du mouvement, c'est terminé. Maintenant, il faut un peu plus que ça. Et rien de mieux que de créer des genres. Donc en 1908, on va avoir le burlesque qui va être créé. C'est le premier vrai genre cinématographique qu'on va pouvoir voir apparaître, qui est hérité du cirque et du théâtre. Ça veut dire que ça descend de l'humour physique avec des grands gestes, des chutes, mais on n'a toujours pas vraiment de vraie prise de parole. Les situations sont censées déclencher le rire, on a des comiques de situation, il y a tout qui devient possible, alors tout est irréaliste. Des fois les objets ils sont abusés de leur fonctionnement et complètement détournés. C'est ce que je pourrais voir perso comme un peu l'ancêtre des cartoons. Et la thématique principale, on dirait pas, mais c'est de faire des critiques de société pour montrer les défauts de classe de l'époque. Bah ouais, à l'époque il y avait vraiment une grosse différence entre les riches et les pauvres, et c'était le moment de montrer ce qu'on voulait faire et surtout des critiques. C'est un style qui a été développé par deux acteurs majeurs comme Buster Keaton et Charlie Chaplin, d'où le développement iconique de ce style. Un peu plus tard, D.W. Griffith va structurer le langage cinématographique. C'est lui qui va ajouter l'importance des émotions et de la continuité narrative. C'est une trame à suivre avec beaucoup plus de montage, beaucoup plus d'importance au jeu, avec des gros plans et des séquences émotions par exemple. Alors ça fait plaisir parce qu'en termes de production, on peut vraiment se rapprocher de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors c'est cool parce que le cinéma américain et le cinéma français, ils s'inspirent et créent de belles productions, mais pendant ce temps, quelque part dans ce monde, le cinéma s'est utilisé comme un outil politique. En 1917, on est en Russie, on est pendant la Première Guerre mondiale et le peuple est hyper pauvre. À ce moment, c'est un pays qui est peu développé au niveau de l'industrie. Alors Lénine, il va renverser le tsar, imposer le régime bolchevique qui va prendre le contrôle total de la Russie et devenir un pays communiste. Le cinéma va vraiment devenir une idéologie et un outil de propagande. Lénine va même déclarer: le cinéma est pour nous l'art le plus important. Alors comme on est sur une dictature, évidemment le cinéma est contrôlé, tu peux absolument pas faire ce que tu veux, ça doit respecter certains critères. De 1, tu dois pouvoir défendre la révolution. De 2, tu dois montrer que le peuple est un héros. Ça y est, le héros seul dans les films américains, c'est terminé. Le héros, c'est la masse. Et surtout, tu dois valoriser le collectif. L'expressionnisme allemand va être aussi créé en 1919, lancé avec le cabinet de Dr Caligari de Robert Wayne. On a des décors déformés, un reflet d'après-guerre un peu malaisant, beaucoup d'atmosphères fantastiques. Dans les années 20 aussi, 1920, on a le cinéma comique évidemment et les légendes du muet. Buster Keaton et Charlie Chaplin, comme je l'ai un peu dit avant, vont marquer l'histoire du burlesque. Keaton, il va incarner un peu des héros fragiles, ingénieux comme le mécano de la Générale, et Chaplin, un peu avec son personnage de clochard, ça va devenir évidemment une icône mondiale. Entre 1918 et 1923, Chaplin il va réaliser 3 films, Une vie de chien, The Kid et Le Pèlerin. On va pas revenir dessus parce que ça me prendrait une vidéo entière pour expliquer les légendes que c'est et à quel point ils ont marqué le cinéma, mais ces mecs, ils étaient vraiment uniques. Bon, maintenant, on est en 1927, Hollywood ça va commencer à se créer et ils sont à l'essor mondial du cinéma muet. Parce que Universal Pictures est fondé en 1912 et Columbia Pictures va émerger en 1918. C'est à ce moment-là qu'Hollywood va commencer à devenir une industrie mondiale. En 1927, Le chanteur de jazz, c'est le premier film parlant de l'histoire. C'est réalisé par Alan Crosland et produit par Warner Bros. Le cinéma muet ça va progressivement disparaître dans les années 1930 et justement, ça va être le premier film à connaître un succès majeur, intégrant des dialogues synchronisés et des chansons. De nombreux acteurs ils vont pas survivre à cette transition à une époque où les studios vont chercher à se démarquer le plus possible parce que la prise de son c'est dur à faire mais c'est un outil commercial hyper important. Il y a autre chose d'hyper important qui va apparaître aussi, c'est la couleur au cinéma. Il y a déjà eu des tentatives de couleur à l'écran, sans succès, c'était pas beau, pas stable, c'était mieux de rester en noir et blanc. Mais en 1932, le Technicolor va voir le jour. Ça va diviser la lumière en 3 plans, le rouge, le bleu et le vert. Tout va être sur des pellicules différentes. Ensuite, c'est envoyé au labo pour recoloriser et combiner les bobines pour en faire qu'une seule. C'est là qu'on va voir apparaître le magicien d'Oz et Autant en emporte le vent. À partir des années 50 et 60, la couleur ça va devenir la norme au cinéma. Et même plus, ça va devenir un moyen à part entière de raconter ce qui se passe. Les réalisateurs ils peuvent s'amuser à créer des ambiances et à structurer l'image avec la lumière. Par exemple, Alfred Hitchcock, il utilisait la couleur de manière psychologique plutôt que de simplement faire ce qui était beau à l'image. Dans les années 50-60, l'Europe elle est marquée par l'après-guerre. Elle est traumatisée de ce qui s'est passé et le cinéma est complètement remis en question. C'est à ce moment-là que le cinéma il va aussi devenir plus introspectif, un peu plus sombre. On va vouloir plus de réalisme et raconter ce qui se passe tout simplement. On peut voir apparaître en Italie le néo-réalisme, cette fois-ci pas besoin de vraiment beaucoup de budget, ni d'acteurs professionnels.
On va simplement dans la rue et on montre le quotidien froid d'un après-guerre. L'idéalisation d'un monde parfait, c'est fini, parce que la guerre est passée par là, il y a eu la destruction, les morts, les dictateurs, et en France, c'est la même chose. Après une période marquée par la Seconde Guerre mondiale, les gens, ils veulent de la liberté. Alors, on ajoute de la liberté et de l'authenticité dans les productions. On tourne dans de réels décors et la narration est faite par les producteurs sur le moment. On cherche pas à avoir de vraies lignes directrices et c'est pareil pour le montage et le matériel. On a des productions majeures comme Les 400 coups sorti en 1959 de François Truffaut et À bout de souffle sorti en 1960 de Jean-Luc Godard. On se rapproche du cinéma actuel donc c'est des noms qui peuvent potentiellement plus vous parler. Entre 1970 et 90, on va avoir le nouveau Hollywood qui va vraiment apparaître. Dans ce contexte, on va avoir un arrivage de grands talents, de personnes avec de l'or dans les mains. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg ou George Lucas. Même quand tu connais rien au cinéma, c'est impossible que t'aies jamais entendu un seul de ces noms. C'est eux qui vont imposer leur cinéma. Ils étaient tous à la tête d'un classique, si ce n'est plusieurs, qui vont complètement changer le cinéma et le marquer à jamais. Scorsese a fait Taxi Driver en 1976, Coppola Le Premier Parrain en 1972, Spielberg Les Dents de la Mer en 1975 et Lucas le premier Star Wars, le 4, en 1977. C'est l'apparition des premiers blockbusters au cinéma, c'est l'ouverture de la porte au grand public. Parce que ces films ont complètement changé l'industrie à cette époque. Des histoires farfelues sorties de l'ordinaire, des effets spéciaux de fou pour l'époque. Je veux dire, Star Wars par exemple, tu le vois que c'est vieux. Mais la licence, elle est tellement folle que tu te laisses attraper par l'imaginaire de George Lucas. Mais maintenant, les Star Wars, je peux les regarder normal. Hollywood, ça devient un outil mondial, ils vont miser sur des héros exceptionnels, devenant de vrais emblèmes pour les enfants et même pour les adultes. C'est à cette période que le cinéma, il va ouvrir l'imaginaire de beaucoup de personnes. Que ce soit de futurs créateurs ou juste de passionnés, le cinéma fait rêver et ça c'est beau. Mais le cinéma, il va pas faire uniquement l'unanimité, ça serait trop beau. On va avoir beaucoup de promesses et de désillusions où on va en faire les frais aujourd'hui. Au début des années 2000, le piratage et le visionnage illégal de films, ça fait vraiment chier les réalisateurs. Fallait donc redonner envie aux gens d'aller voir les films en salle, et quoi de mieux qu'à ce moment-là que de parler du cas d'Avatar. Avatar, vous connaissez, c'est réalisé par James Cameron, c'est le film le plus rentable de l'histoire avec quasiment 3 milliards d'euros au box-office mondial. Mais surtout, c'est un film qui a remis goût à la 3D. C'était pensé pour, c'est fluide et immersif. Mais ça n'a pas fait l'unanimité, parce que la 3D ça a marché pour Avatar, super, mais du coup tout le monde a fait la course à cette nouvelle technologie. C'est même plus utilisé pour l'immersif et l'expérience du spectateur, mais c'est vraiment devenu un outil marketing et c'est dommage. Ça montre que toute innovation c'est voué à une réussite si c'est utilisé dans un but réfléchi et créatif. En conclusion, le cinéma aujourd'hui ça se joue autant en dehors des salles que dedans. Les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou Apple TV+, ça redéfinit complètement notre rapport aux images. Maintenant il y en a qui ont la flemme d'aller au cinéma parce qu'avec l'arrivée des plateformes, c'est redevenu un événement d'y aller. Alors qu'avant, les gens y allaient de manière régulière. Et c'est compréhensible, quand tu compares le prix pour 15 € par mois, t'as un immense catalogue de films, alors qu'au cinéma, pour le même prix, t'as qu'un seul film. Mais par contre, t'as la qualité et l'expérience qui va avec. Le cinéma continue d'évoluer comme il l'a toujours fait, mais est-ce que le cinéma serait pas devenu une expérience dépassée par la culture de l'instant ? La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première fois que je faisais un format long, un peu travaillé avec de l'écriture. Évidemment, j'ai sauté des périodes qui valaient une vidéo à elles entières, mais j'ai fait le max pour m'enseigner sur ce qui a vraiment marqué l'histoire, que ce soit des appareils ou des personnes. N'oublie pas que si tu veux apprendre le montage, t'as tout dans la description, que ce soit un guide ou des packs. C'est gratuit, je suis là pour te régaler. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo en commentaire et abonne-toi mon frérot, ça fait toujours plaisir.